Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir cette Assemblée générale annuelle. Nous vous avons donné la possibilité, en complément du dispositif légal, d'adresser des questions par email à une adresse que nous avons indiquée à partir du 27 mars et jusqu'à hier, auxquelles nous allons répondre sur la base d'une sélection représentative des thèmes qui ont retenu votre attention. Nous aurons aujourd'hui deux scrutateurs qui sont le représentant de la société Christian Dior, M. Antoine Arnaud, et le représentant de la société financière Agache, M. Nicolas Bazir. Et je vous propose de désigner comme secrétaire de l'Assemblée M. Jérôme Sibyl, notre directeur juridique. Vous connaissez l'ordre du jour de l'Assemblée, je le résume brièvement. La feuille de présence a été régulièrement établie et le bureau l'arrêtera avant le vote de résolution, de façon à pouvoir constater que le quorum est atteint. Je vous informe que l'ensemble des documents légaux requis pour la tenue de l'Assemblée, ainsi que les réponses données par notre directeur général délégué sur délégation du conseil d'administration, ont été adressés, sont déposés sur le bureau en réponse aux questions adressées par les actionnaires. L'ensemble des questions écrites et des réponses qui sont apportées a été publié sur le site internet de la société avant l'ouverture de l'Assemblée générale. Donc, conformément aux dispositions légales, il n'en sera pas donné lecture. Concernant les questions posées par email, comme je vous l'ai dit, je vous propose de les traiter juste après les présentations. Tous les documents, conformément à la loi, ont été tenus à disposition des actionnaires au siège social pendant 21 jours qui ont précédé la présente réunion. Et je vous informe également de la présence dans la salle d'huissier pour veiller au bon fonctionnement et au bon déroulement de l'Assemblée. L'ordre du jour de notre Assemblée et les résolutions qui en sont l'objet figurent dans la brochure de convocation et les documents qui ont été mis en ligne sur notre site internet depuis le 27 mars dernier. Donc, je vous propose de vous en épargner la lecture. Cette Assemblée s'inscrit, comme régulièrement maintenant tous les ans, dans une politique de communication avec nos actionnaires, comme en 2023 et les années qui ont précédé, avec l'organisation d'une consultation préalable à l'Assemblée pour connaître vos attentes, un avis de convocation disponible sur Internet et accessible aux non-voyants, et la diffusion en temps réel puis en différé des discours et des visuels de l'Assemblée sur Internet. Voilà, avant de passer la parole à Jean-Jacques Guilloni, notre directeur financier, qui va vous rendre compte en détail des chiffres, je voulais juste rappeler que 2023 a été une nouvelle année record pour le groupe LVMH, d'abord en matière de désirabilité, puisque c'est le critère principal par lequel on mesure l'efficacité de nos marques, de nos produits et de notre gestion. Et la conséquence en est une année record au niveau des chiffres pour notre groupe, plus de 86 milliards de chiffre d'affaires, résultat opérationnel courant dépassant les 22 milliards, le résultat net dépassant les 15 milliards, avec une marge opérationnelle de 26,5%, un cash flow disponible supérieur à 8 milliards et des investissements d'exploitation de 7,5 milliards et un ratio d'endettement de 17%. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je passe maintenant la parole à Jean-Jacques Guilloni qui va nous commenter les chiffres. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais, comme d'habitude, commencer cette présentation détaillée des éléments financiers de l'exercice 2023 par l'évolution des ventes que vous voyez sur le tableau derrière moi. Donc c'est un tableau un peu compliqué, vous y êtes néanmoins habitués, dans lequel vous voyez deux ou trois choses. La première, c'est que donc nos ventes ont progressé de 9% pour s'établir à un peu plus de 86 milliards, un record comme vous l'a dit M. Arnaud. La croissance organique de nos ventes, c'est-à-dire dépolluée, si je puis dire, de l'effet des variations des parités monétaires,
a progressé de 13% et nous avons subi néanmoins un effet négatif des parités monétaires de 4%. Donc 13 moins 4, croissance globale de 9%. Sur le tableau suivant, vous voyez la même chose, mais pour le premier trimestre de cette année, chiffre que nous avons annoncé au marché il y a 2 jours. Donc vous voyez que la croissance organique s'est élevée à 3%. Ce ralentissement, si je puis dire, ou cet écart avec 2023 s'explique par le fait que la base de comparaison au premier trimestre de l'année dernière était extrêmement élevée. On avait eu une progression de 17% en organique. Et donc ce 3% fait suite à un record déjà l'année dernière, record dont vous voyez que nous l'avons battu. Nous avons un petit effet périmètre négatif lié à la sortie d'une activité en fin d'année dernière et toujours un effet de change relativement négatif de l'ordre de 4%. Je vous montre traditionnellement cette répartition de l'activité par grandes zones géographiques. Je ne vais pas le commenter très en détail, à retenir. Europe et États-Unis, un quart de l'activité. Asie, à peu près un tiers de l'activité. Le reste se répartissant entre le Japon, que nous ne mettons pas dans l'Asie, le Moyen-Orient, et les pays d'Océanie ou d'Amérique latine. Toujours la répartition de l'activité, mais cette fois-ci par groupe d'activités, avec la domination, comme vous le voyez, pour près de la moitié de l'activité phare du groupe, qui est la mode et maroquinerie, dans laquelle vous retrouvez Louis Vuitton et Christian Dior. La deuxième activité en contribution aux ventes et la distribution sélective avec 21% des ventes, suivi par les montres et joailleries, les vins spiritueux et les parfums et cosmétiques. Venons-en maintenant à la variation des ventes, justement par groupe d'activité sur l'exercice 2023. Donc vous retrouvez globalement le chiffre de croissance organique de 13%. Je vais commenter que la croissance organique qui est la plus significative. Donc le chiffre de croissance organique de 13%. Et vous voyez par groupe d'activité, à l'exception des vins spiritueux, situation un peu spécifique liée à un niveau de stockage dans le commerce extrêmement élevé au début de 2023 qui a pesé sur la croissance des ventes pendant tout l'exercice. Pour le reste, vous voyez des performances tout à fait excellentes, en commençant par la mode maroquinerie, 14%, ce qui est dans l'univers concurrentiel de la mode maroquinerie un niveau tout à fait considérable. La distribution sélective, 25%, même commentaire, et une performance tout à fait bonne des montres et joailleries à 7% et des parfums cosmétiques à 11%. Alors le compte de résultat proprement dit, qui est la résultante au-dessous des ventes de ce que je viens d'évoquer, donc vous retrouvez la croissance en euros ce coup-ci des ventes à 9%, une marge brute qui évolue au même rythme à 9%, pour s'établir à 68,6%, pardon, je l'avais à l'envers, donc un niveau record pour le groupe. Les charges, globalement, ont progressé de 10%, mais de manière assez différenciée selon le premier et le deuxième semestre. Au premier semestre, on avait une croissance de 17%, 4% au deuxième semestre, donc vous voyez que nous nous sommes adaptés à l'évolution de l'environnement. Il y a eu un peu moins de croissance au deuxième semestre qu'au premier, vous vous en souvenez, et nous avons adapté la croissance de nos charges opérationnelles à ce nouvel environnement. Au total, le résultat opérationnel courant, qui est, comme vous le savez, notre principal indicateur de gestion, a progressé de 8% pour s'établir à 22,8 milliards. Là aussi, un record. Quelques produits et charges opérationnels négatifs en dessous, essentiellement liés au résultat de cession de l'activité de service sur les bateaux de croisière que nous avons discontinué à la fin de l'année dernière, comme je l'évoquais tout à l'heure. Un résultat financier qui se dégrade un petit peu en raison essentiellement et même uniquement de la variation des taux d'intérêt, puisque les taux d'intérêt en moyenne ont considérablement évolué durant l'année 2023 par rapport à l'année 2022. Des impôts sur les bénéfices qui font 5,6 milliards, dont pratiquement la moitié, un tout petit peu moins en France, 26,2% du résultat avant impôt. Je vous donne ces précisions au cas où, mais personne n'est dans ce cas dans cette salle, certains penseraient que nous ne payons pas beaucoup d'impôts. Donc pratiquement 6 milliards, dont la moitié en France, à retenir. Et au total, nous ressortons un résultat de 15,1, un résultat net de 15,1 milliards d'euros, là aussi un record. Alors je vais revenir un petit peu sur les slides suivantes sur la variation du résultat opérationnel courant, en commençant par la variation globale et l'impact des changes sur le tableau suivant, si on veut bien
me le passer. Alors pardon, non, c'est la variation par groupe d'activité pour commencer. Donc vous retrouvez la variation du résultat opérationnel courant de 8%. Vous voyez que tous les groupes d'activité ont été bien orientés. Et je dirais même les vins et spiritueux, parce que nous avons une baisse de 2%, mais la baisse des ventes était supérieure. Donc ça dénote un travail assez remarquable sur les coûts durant tout l'exercice pour limiter l'impact de la baisse des ventes sur le profit opérationnel. Mais tout le reste, vous voyez un tiers groupé de mode maroquinerie, parfums cosmétiques et montres et joaillerie autour de 8%. Et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de commenter la performance assez exceptionnelle de la distribution sélective qui voit son résultat augmenter de pratiquement 80%. Alors la variation toujours du résultat opérationnel courant de 8%, elle se décompose en fait en 2,4 milliards de variations dites organiques, mais 700 millions pratiquement de baisse liée au change. Donc vous voyez que nous avons dû compenser, ce résultat a été obtenu dans un contexte de change défavorable, que nous avons dû compenser. Et vous voyez quel en est l'effet sur ce tableau. Alors un mot sur le bilan, il y a assez peu de choses à dire parce qu'il n'y a pas eu d'opération de croissance externe particulière, donc augmentation des immobilisations corporelles, augmentation des stocks liés aux choix que nous avons fait en matière de développement de l'activité, toujours un niveau de fonds propres qui est de l'ordre de 60 milliards qui nous assure une excellente solvabilité et un niveau d'endettement sur lequel je reviendrai tout à l'heure qui a été parfaitement maîtrisé. Le cash flow a évolué durant l'année pour s'établir à 8,1 milliards, donc un tout petit peu moins que l'année précédente, en raison essentiellement du programme d'investissement du groupe qui a été, que vous voyez en investissement d'exploitation, qui a été extrêmement soutenu l'année dernière, notamment avec à peu près 2,5 milliards d'acquisitions de biens immobiliers qui nous ont paru importants pour sécuriser des emplacements exceptionnels. Donc un fort choix d'investissement dans le réseau de distribution qui a temporairement un petit peu pesé sur le cash flow qui s'établit quand même à un niveau extrêmement élevé. La dette, comme je vous le disais, donc la dette a un peu évolué, elle est montée à 10,7 milliards qui représente environ 17% des fonds propres, donc un niveau qui est considéré comme relativement bas, voire même très bas. L'autre façon de le regarder, c'est, vous connaissez l'indicateur de l'EBITDA qui est très largement utilisé. Notre dette représente à peu près 5 mois d'EBITDA, ce qui est un niveau extrêmement modéré. Un mot sur le dividende. Voilà. Un mot sur le dividende que nous allons proposer à vos votes d'ici un moment, 13 €. Un acompte de 5,50 € a déjà été payé au mois de décembre, donc le solde sera mis en paiement à la fin du mois d'avril. Croissance du dividende de 8%, qui est une croissance conforme à la croissance du résultat net, ce qui nous permet d'établir un ratio, ce qu'on appelle le ratio de payout, c'est-à-dire le pourcentage du résultat net payé sous forme de dividende à peu près constant d'une année sur l'autre. Et enfin, un dernier mot sur le cours de bourse que nous mesurons depuis le début de 2018. Vous voyez qu'il a progressé de 220%, c'est-à-dire bien davantage que l'indice de référence, qui est l'indice CAC 40, qui a progressé de 73%. Voilà ce que je voulais vous indiquer sur la performance financière du groupe en 2023. Je vous remercie de votre attention. Voilà, maintenant, je propose de ne pas lire en détail le rapport du Conseil, mais de passer les clips de questions qui ont été réalisés après les échanges entre un certain nombre d'actionnaires et le réalisateur du clip, et ensuite un clip vidéo de l'économiste Nicolas Bouzou qui va nous parler de la contribution du groupe à l'économie française. En 2023, le monde a connu de nombreux bouleversements géopolitiques, sociaux et environnementaux. Dans ce contexte, vous avez salué la forte dynamique de croissance du groupe LVMH, marquée par des résultats financiers que vous avez qualifiés d'exceptionnels. En votre qualité d'actionnaire du groupe LVMH, vous vous interrogez naturellement sur les conséquences de la situation géopolitique et économique. La stratégie et les résultats du groupe à moyen et long terme sont-ils impactés ? Vous estimez que l'année 2023 a conforté le cap stratégique poursuivi par le groupe. Cette année,
L'arrivée de Pharrell Williams en tant que directeur créatif homme de Louis Vuitton et son premier défilé sur le Pont-Neuf, la croissance remarquable de Dior dans toutes ses catégories de produits, la performance exceptionnelle de Sephora, les avancées de Tiffany et l'annonce en tant que partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont particulièrement retenu votre attention. Vous êtes encore et toujours nombreux à considérer que le groupe fait preuve d'une grande créativité en ayant toujours à cœur la recherche de l'excellence et la création de valeur pour toutes et tous. Résolument tourné vers l'avenir, vous manifestez un grand intérêt pour les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, tout en saluant les changements stratégiques survenus au sein de la direction de votre groupe. Et en renouvelant, cette année encore, vos encouragements envers notre démarche de progrès sur les sujets de décarbonation et de recrutement de jeunes talents. Année après année, LVMH continue d'être un groupe dont l'activité et la croissance génèrent une contribution directe et indirecte massive pour l'économie française, notamment en matière d'emploi et de fiscalité. En 2023, l'empreinte directe, indirecte, induite et en chaîne de LVMH en France s'élève à 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente une hausse de 60% par rapport à 2019. Cela équivaut au chiffre d'affaires cumulé d'Auchan, Sanofi, Air France et Enedis en France. Chaque euro d'activité chez LVMH génère 1 euro supplémentaire d'activité dans le reste de l'économie française. En termes d'emploi, à chaque nouvel atelier construit en France, à chaque nouvelle boutique ouverte en France, LVMH génère des emplois directs avec ses salariés, mais aussi indirects avec les sous-traitants et avec l'activité générée localement par les salariés du groupe. Ainsi, sur l'emploi, l'empreinte totale de LVMH en France s'élève à 214 300 équivalents temps plein en 2023, ce qui représente une hausse de quasiment 50% par rapport à 2019, ce qui représente plus que l'ensemble des actifs à Nantes, à Nice ou encore à Montpellier. Chaque emploi chez LVMH génère donc 4,4 emplois supplémentaires dans le reste de l'économie française. Concernant les recettes publiques, l'empreinte totale de LVMH en France s'élève à un peu plus de 8 milliards d'euros en 2023, ce qui représente une hausse de 50% par rapport à l'exercice 2019. C'est un montant supérieur au total des dépenses d'administration publique dans la recherche fondamentale, par exemple. Les exportations et les ventes de LVMH à des touristes étrangers en France s'élèvent à 23,5 milliards d'euros en 2023, ce qui représente 4% des exportations françaises de biens. Les exportations du groupe LVMH sont ainsi supérieures à celles de secteurs compétitifs à l'international. C'est le cas du secteur des produits agricoles, par exemple. En résumé, la forte croissance observée par LVMH depuis la fin de la pandémie de Covid, c'était pas simplement une bonne nouvelle pour ses salariés, pour ses actionnaires ici présents, mais c'est avant tout une bonne nouvelle pour l'économie française qui bénéficie de cette dynamique pour générer de la valeur, des emplois et des recettes fiscales sur notre territoire. Donc, avant de parler des perspectives, je voudrais quand même rappeler brièvement les faits les plus importants de l'année 2023 pour notre groupe. Comme je le disais en introduction, ce qui est le plus important, c'est de mesurer la désirabilité de chacun de nos produits. Et c'est, je crois, ce que l'on a vraiment été le plus concentré à obtenir dans l'année 2023, d'où les résultats économiques que l'on a pu vous détailler, que vous connaissiez d'ailleurs depuis la fin de l'année dernière. Dans les pays du monde, nous avons réalisé en 2023 une croissance assez soutenue en Europe, au Japon et dans le reste de l'Asie, un peu moins forte aux États-Unis compte tenu de la situation économique, ce qui est d'ailleurs en train de s'inverser à l'heure actuelle. Si je commence par la plus importante de nos marques, Louis Vuitton, qui a réalisé une année record en 2023, puisqu'on a dépassé largement le chiffre de 20 milliards de chiffre d'affaires, cette marque extraordinaire, qui est certainement la plus désirable dans l'environnement des produits de luxe dans le monde, a continué sur sa trajectoire
après la performance formidable réalisée par Michael Burke pendant 10 ans à sa tête, l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux acteurs chez Louis Vuitton, à commencer par son directeur général, M. Beccari, et par un créateur homme emblématique qui, en 2023, a présenté sa première collection, et vous l'avez peut-être tous en tête, ou certains d'entre vous y ont assisté, sur le Pont-Neuf. Cette présentation emblématique a eu un très grand succès, un très grand impact mondialement, puisque je crois que nous avons eu sur les réseaux sociaux, Internet, etc., plus d'1 milliard de vues pour ce défilé, ce qui est un record sur un défilé de mode, quel qu'il soit, dans l'environnement des produits de luxe. Donc, une année marquée également par la continuation de l'inventivité en matière de produits, en matière de maroquinerie, puisque, je vous rappelle, même si on a des créateurs emblématiques comme Nicolas Ghesquière, qui présente d'ailleurs aujourd'hui à Shanghai une collection de prix fall, qu'on appelle la collection voyageur, même si nous avons donc Nicolas Ghesquière et Pharrell Williams, qui sont deux créateurs emblématiques, mais Vuitton, c'est avant tout une entreprise de maroquinerie et de bagages, comme son fondateur, Louis Vuitton, l'avait décidé et avait commencé. Donc, tout l'univers de Louis Vuitton, en 2023, malgré l'impact médiatique des défilés et la créativité qui en est issue, est resté une entreprise artisanale qui produit de merveilleux bagages, de merveilleuses malles et de très beaux objets, maroquinerie notamment. Et c'est ça qui en fait le côté artisanal et qui explique ce que M. Bouzou vient de mettre en avant, c'est-à-dire le nombre d'ateliers que l'on réalise en France, tous les emplois créés dans notre pays et qui sont générateurs de tous ces produits avec un savoir-faire et une qualité exceptionnelle. Et d'ailleurs, quand on va parler tout à l'heure de la partie formation, Mme Gomperlé va nous faire un petit exposé là-dessus, il faut insister sur la pérennisation des savoir-faire français qu'une entreprise comme Louis Vuitton permet. Moi, j'insiste beaucoup pour que la plupart des sites de fabrication des produits Louis Vuitton soient installés en France et qu'on s'y consacre en formant les artisans qui sont porteurs de l'avenir pour cette marque absolument emblématique. Alors, je ne vais pas laisser de côté la maison Dior, qui, elle aussi, en 2023, a eu beaucoup de présence mondiale avec deux formidables défilés, un en Inde, à Mumbai, et un autre à Mexico, qui sont tous les deux créés par Maria Grazia, notre emblématique créatrice, parce que autant Vuitton, c'est une maison de maroquinerie, c'est une maison de voyage, de malletterie, autant Dior, c'est la maison de mode française emblématique dans le monde. C'est d'ailleurs le nom français le plus connu dans le monde. Et ce que nous avons réussi depuis 5-6 ans avec Dior et avec Maria Grazia, c'est un développement tout à fait remarquable qui s'est poursuivi en 2023, qui, je l'espère, va se poursuivre bien au-delà, et qui a entraîné beaucoup de créativité, des produits de plus en plus raffinés et une présentation dans tous les pays du monde qui déclenche beaucoup d'intérêt. Dans nos autres marques, je voudrais citer aussi en 2023 Céline, qui continue de progresser fortement. Céline, c'est la mode chic, branchée, sexy pour les jeunes. Bon, même si les prix sont ce qu'ils sont,
mais c'est le créneau qui est visé. Et ça marche. J'étais au Japon la semaine dernière, j'ai pu constater, avec Delphine d'ailleurs, j'ai pu constater que devant les boutiques Céline, il y avait une queue absolument incroyable, qui pouvait aller jusqu'à 2 heures de queue, et que ces magasins Céline faisaient quelquefois beaucoup plus de chiffre d'affaires, comme conséquence, que certains concurrents que je ne citerai pas et qui sont pourtant extraordinairement réputés et considérés comme les plus performants à l'heure actuelle. Donc c'est un très très beau succès, de même que en 2023, l'OEV, avec Jonathan Anderson, qui est un créateur qui travaille avec nous depuis plusieurs années, parce qu'on essaye de travailler de manière très proche avec nos créateurs. On essaye de créer vraiment un esprit de coopération et on essaye de travailler avec eux longtemps. Je ne veux pas dire contrairement à d'autres, mais enfin, nous, on essaye de continuer sur le moyen terme ou sur le long terme avec des créateurs avec lesquels on a une relation tout à fait constructive et, je dirais, presque familiale. Donc, formidable succès aussi de l'OEV. Et enfin, une entreprise qui est également, je voudrais citer, dans les succès exceptionnels de l'année 2023, c'est la marque l'Europiana. Alors là, c'est différent, parce que là, il n'y a pas de créateur. C'est une entreprise qui agit dans ce qu'on appelle maintenant, c'est un mot anglais, mais bon, c'est comme ça, le quiet luxury. Et dans ce domaine, je dois dire que les produits de l'Europiana sont extraordinaires, ils se vendent également très bien, et nous ne publions pas les chiffres. Mais la croissance de cette marque, qui maintenant en taille, je ne sais pas si je peux dire ça, monsieur. Bon, je ne vais pas le faire parce que Tony ne va pas être content. Donc, ce que je peux dire, c'est que la croissance de cette marque est dans son secteur, même par rapport à des marques extraordinairement connues et considérées comme emblématiques, est plus forte. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est quand même intéressant. Et je vous conseille d'aller visiter les boutiques, vous verrez, les produits sont absolument fabuleux. Alors, les vins et spiritueux, bon, ça, c'était un petit peu moins bon, sauf le champagne, qui a fait des records, mais un petit peu moins bon, parce qu'il y a eu un boom l'année précédente, un peu de déstockage, enfin, voilà. On a quand même réussi quelque chose de pas mal, c'est de racheter Minuti au milieu de l'année, et ce qui fait du groupe maintenant le premier groupe de producteurs de rosé de Provence, qui est un secteur qui croît beaucoup. Bon, évidemment, c'est moins cher une bouteille de rosé qu'une bouteille de Dom Pérignon, mais ça progresse, et donc c'est un très bon secteur dans lequel nous sommes à peu près au niveau des parts de marché, comme nous sommes en Champagne, avec nos marques emblématiques. Les parfums cosmétiques aussi ont très bien fonctionné, notamment les parfums Dior, qui, dans beaucoup de pays du monde, notamment au Japon, encore une fois, j'étais la semaine dernière, est la marque numéro 1 des produits de parfums et cosmétiques qui sont le plus haut de gamme et qui sont des produits en distribution hyper sélective. Voilà. Alors que pendant longtemps, on était numéro 2, et je ne dirais pas derrière qui, pour ne pas froisser personne. Et maintenant, on est passé numéro 1, largement devant le suivant. Et nos produits sont également réussissent très bien. Par exemple, je ne peux pas m'empêcher de signaler que le parfum Sauvage, que vous connaissez tous, est à nouveau en 2023 le premier parfum au monde. En joaillerie, grand événement en 2023, qui est la réouverture du magasin Tiffany emblématique à New York, avec évidemment, certains d'entre vous l'ont vu certainement, un bâtiment qui attire énormément de monde et qui a permis d'augmenter encore la notoriété, et le raffinement et le chiffre d'affaires de Tiffany. Bulgarie également, grand succès
en 2023 avec toute une série de produits, sa ligne iconique en particulier, sa ligne Serpenti, que vous connaissez tous sûrement, avec le serpent, qui soit en bracelet, en bague, en collier, enfin, formidable, qui fêtait ses 75 ans. Voilà, les maisons horlogères également ont bien réussi, en particulier TAG Heuer, qui célébrait les 60 ans de la collection Carrera, et nous avons lancé, en parlant d'horlogerie, une nouvelle montre chez Louis Vuitton, que j'ai ici, qui s'appelle la Tambour revisitée, et qui marche tellement bien que si on veut en acheter une, le délai est d'environ 6 mois pour l'obtenir, parce qu'elle est fabriquée en nombre un peu restreint, compte tenu de toute la technicité qu'elle incorpore. Et voilà, je voudrais aussi mentionner le succès formidable, grâce à Chris de la Puente et à Guillaume Motte, maintenant qui en est le dirigeant, de Sephora à travers le monde, performance exceptionnelle qui continue d'ailleurs à pleine vitesse en ce début d'année 2024. Voilà. Donc, comme je disais, ces performances de vente et de profit sont la conséquence de la dynamique de nos créations et du soin que l'on apporte à la qualité de nos produits. L'empreinte économique et sociale du groupe en France et dans le monde est très forte. Je crois que M. Bouzou l'a rappelé, nous sommes le premier recruteur français en matière de nouvelles embauches. La préservation et la transmission des savoir-faire artisanaux d'excellence, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour l'avenir et auquel on s'attache en détail. Nous avons en France 118 ateliers de production et d'artisanat, plus de 6 milliards d'impôts sur les sociétés. Bon, c'est toujours trop, mais enfin, voilà, on les a, dont près de la moitié en France, ce dont d'ailleurs un certain nombre de commentateurs ne sont jamais reconnaissants. Et plus de 950 associations d'intérêt général que l'on aide en 2023. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, je vais passer à la partie des perspectives et un peu de notre stratégie. Alors, la stratégie est simple, c'est un peu toujours la même, au risque d'être ennuyeux année après année, mais quand on est numéro 1 mondial, il faut toujours se remettre en question et il faut essayer de poursuivre son avancée. Et ce n'est pas comme au tennis, au bout d'un certain nombre d'années, quoi qu'on fasse, de toute façon, on ne peut pas rester numéro 1. Là, un peu comme le bon vin, plus on avance, plus on essaye d'être en avance sur les autres. C'est ce qu'on va essayer de faire encore en 2024, c'est-à-dire accroître le leadership du groupe LVMH sur le monde du luxe, avec notre panoplie de valeurs, que je rappelle au passage, mais que vous connaissez. D'abord, la confiance pour poursuivre la dynamique de croissance et qui est basée sur la créativité, l'innovation, ce que je rappelais quand je parlais des différentes maisons. L'innovation est un élément fondamental de la réussite du groupe. Et donc, il faut toujours être en avance par rapport à nos concurrents et par rapport aux découvertes. Là, par exemple, on travaille beaucoup avec Tony et maintenant avec Stéphane sur l'intelligence artificielle. Comment utiliser l'intelligence artificielle dans la création de nos produits? Comment faire en sorte que toutes les données que l'on a de nos clients puissent être utilisées pour agir sur la conception des produits en fonction des goûts qu'on peut percevoir, en fonction des tendances que l'on voit dans les différents pays du monde. Tout ça, c'est quelque chose qui évolue sans cesse et dans lequel, je crois, on essaye d'être à la pointe de ce qui se fait de plus performant. Le deuxième aspect sur lequel on est très attentif
évidemment, c'est la qualité de nos produits, l'excellence que l'on apporte à la fois dans les différents produits. Je parlais des sacs merveilleux de Louis Vuitton en maroquinerie. On essaye de trouver dans le monde les plus belles matières, les plus belles peaux quand ce sont des produits en cuir, et d'avoir la technique et la finition la plus exceptionnelle. On vient de lancer d'ailleurs un nouveau produit dérivé du sac Capucine chez Louis Vuitton. Vous avez peut-être vu dans les rues de Paris, parce qu'il est maintenant sur des abribus, qui est le Capucine souple avec un cuir absolument unique, qui en fait un produit aussi difficile à trouver que la montre d'ailleurs, mais enfin absolument formidable. Tout ça, c'est la qualité, parce que nos clients cherchent, quand ils viennent chez nous, la plus belle qualité. Donc on se doit de le faire et de ne faire aucun compromis sur la qualité. Autre élément important pour la réussite du groupe, c'est l'esprit d'entreprise. Moi, je dis toujours aux collaborateurs, que je tiens d'ailleurs, puisqu'il y en a un certain nombre ici que je vois là dans les premiers rangs, je tiens d'ailleurs à les remercier et à les féliciter, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à ce genre de performance. Et quand je m'adresse à eux, je leur dis, dans un groupe comme le nôtre, il faut garder l'esprit d'entreprise. Même si c'est une entreprise d'une certaine taille, il faut travailler comme si nous étions dans une petite entreprise. Et dans une petite entreprise à caractère familial. Donc quand vous rentrez chez LVMH, vous n'entrez pas dans une société anonyme. Vous entrez dans une famille. Donc vous faites partie de la famille LVMH. Et avec les avantages et les inconvénients, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez apporter des idées, vous pouvez contester, mais à l'intérieur d'une ambiance familiale. Et quand ça va moins bien pour une personne donnée, on ne la laisse pas tomber. Madame Gamperlé va expliquer ça tout à l'heure. On essaye de considérer chacun des collaborateurs, et plus ils sont présents chez nous, plus ils s'intègrent à la famille, comme des membres de la famille. Vous voyez ? Donc voilà, c'est en contrepartie du travail quand même intense et de l'esprit d'initiative que l'on veut créer et sur lequel esprit d'initiative on veut compter pour faire progresser nos affaires, parce que, bon, même si je dis souvent qu'on est encore une start-up, j'exagère un peu, mais enfin, il faut garder cet esprit. Et donc, il faut que les choses soient décentralisées. Sinon, on ne peut pas en sortir. Si on veut tout centraliser, si on veut tout contrôler au siège, où d'ailleurs il y a toujours trop de monde, c'est pour ça qu'on va rétrécir un peu les bureaux. On va voir comment on s'y prend. Mais il faut être très réactif, très mobile. Et pour ça, il ne faut pas avoir 10 rapports à faire tous les soirs, à envoyer au siège pour que, je ne sais pas ce qu'ils peuvent en faire d'ailleurs, mais il faut être... Mais pour ça, on fait confiance. On fait confiance. Mais on peut aussi critiquer quand on pense que c'est pas bien fait. C'est vraiment un esprit d'entreprise familiale. Voilà. Et dernier point, et là c'est aussi très important, c'est notre engagement, notre sens de l'engagement, à la fois social et environnemental. Donc sur la partie sociale, c'est Madame Gamperlé, notre directrice des ressources humaines, qui va en parler. Il faut que l'on conjugue l'esprit de durabilité, la désirabilité et l'engagement par rapport à nos salariés. Voilà. Et tout ce qu'on fait, par exemple, on va lancer, j'ai souhaité, en accord avec Madame Gamperlé et avec toute l'équipe du comité exécutif, lancer un plan d'achat d'actions pour les salariés. Voilà. Donc on va lancer ça d'ici la fin d'année. Tout est compliqué en France quand on fait quelque chose comme ça, donc ça prend un certain temps, mais je pense qu'on va y arriver. Et je crois que c'est assez important. On aide aussi, comme je l'ai dit, beaucoup d'associations. Par exemple, une association qui s'appelle l'association LIFE, pour
le retour à l'emploi d'un certain nombre de gens qui n'ont pas pu continuer ou qui n'ont pas pu s'insérer dans la vie professionnelle. Et là, on a fait une réunion à Roubaix, dans le centre qui est à Roubaix, cette année, assez incroyable, hein, où on a fait témoigner un certain nombre, ce qu'on appelle des liveurs, hein, de ce que cette association leur a apporté, et c'était assez, je dois dire, enthousiasmant. Et donc on va continuer, hein, on va bientôt s'approcher des 1000 personnes qui sont concernées, et on ouvre le 29 à Reims une nouvelle école, hein, dans le centre de Reims, donc ça c'est pas mal parce que c'est lié aussi au Champagne, et je crois que ça sera un bon succès. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, et maintenant je passe la parole à notre directrice des ressources humaines. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Dans un monde incertain et chahuté, il est essentiel pour nous, vous venez de l'entendre, d'être agiles et d'innover, mais en même temps de rester fidèles à nos valeurs et à notre vision long terme. Dans ce contexte, l'année dernière, nous avons à la fois lancé de nouvelles initiatives, je vais vous en parler, mais aussi amplifié les existantes. Notre ligne directrice, elle reste la même. La performance de notre groupe est portée par ses talents. Ce sont eux, ce sont vous, c'est vous qui faites la différence. Nous comptions à fin 2023 plus de 213 000 collaboratrices et collaborateurs. C'est un effectif en augmentation de 9% par rapport à 2022. Et nous avons à nouveau recruté 60 000 personnes dans le monde, dont plus de 39 000 jeunes de moins de 30 ans, ainsi que créé 17 000 emplois. Afin de présenter notre groupe, les perspectives de carrière, nos métiers, nous avions lancé en 2021 une plateforme digitale éducative qui s'appelle Inside LVMH, qui rassemble plus de 100 heures de contenu pédagogique qu'on a développé avec nos écoles partenaires et qui compte aujourd'hui un nombre record d'inscrits puisque nous avons plus de 260 000 personnes actives sur cette plateforme. Vous l'aurez compris, notre capital humain, il est précieux et comme le capital financier, il faut en prendre soin, il faut le développer, le faire grandir et le faire circuler. Notre écosystème de 75 maisons, dont plus de 80 pays, est pour cela un atout concurrentiel unique. Par la mobilité, nous permettons à nos collaborateurs d'évoluer, soit au sein de leur propre maison, mais aussi géographiquement et dans d'autres secteurs d'activité. À l'heure où l'on constate une pénurie de talents dans bon nombre de métiers, il faut que l'on accentue cette possibilité, ces perspectives de mobilité et surtout les rendre plus faciles, les étendre au plus grand nombre de nos employés. Nous poursuivons nos efforts de rétention et de développement. Il faut dire que nous avons le talent pool le plus grand et le plus performant de notre secteur. Si nous sommes très satisfaits d'avoir pu pourvoir l'an dernier 72% de nos postes clés par succession interne et d'avoir ainsi permis à 18 000 de nos talents d'avoir une mobilité, nous avons, comme je l'ai dit, l'ambition de rendre cette expérience meilleure, plus facile et de l'étendre à plus de collaborateurs, en particulier dans le domaine du retail. C'est en effet un de nos objectifs, c'est de revaloriser les carrières du retail. Et pour cela, nous avions développé aussi un programme qui s'appelle Think Retail, qu'on a lancé en 2021, qui a rassemblé environ 140 directeurs de magasins de toutes nos maisons afin qu'ils partagent leur expérience, qu'ils travaillent sur les attentes clients, qu'ils aient une opportunité de développement. D'ailleurs, ça a généré 31% de promotion et de mobilité pour ces personnes concernées. Une autre initiative, M. Arnaud en a parlé au fondement de notre groupe, qui s'amplifie depuis quelques années, c'est la préservation et la valorisation de nos savoir-faire. On a dénombré plus de 280 métiers de savoir-faire dans le groupe. Nous avons accueilli l'an dernier, avec notre Institut des métiers d'excellence, une promotion record de 700 apprentis
ce qui porte à 2700 le nombre total d'apprentis formés à 30 métiers depuis le lancement de l'Institut en 2014. Notre démarche cible désormais également les collégiens. Ça nous semble important effectivement de pouvoir aller parler à des jeunes pendant qu'ils sont encore en scolarité pour créer des vocations, leur faire connaître ces métiers. Et nous avons rencontré l'an dernier plus de 3000 collégiens, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Italie. Nous continuons d'ailleurs à nous déplacer dans les bassins d'emploi importants pour le groupe. Et ça, c'est notre tournée You and Me qui, cette année, a attiré plus de 10 000 visiteurs en France et en Italie, ce qui fait de nous le premier recruteur, le premier salon d'orientation vers les métiers de savoir-faire. Vous le savez, depuis plus de 15 ans, nous menons une action déterminée pour développer l'inclusion, que ce soit à travers la formation de nos collaborateurs. Plus de 80 000 personnes ont suivi une formation sur les biais inconscients, du coaching ou de programmes de mentoring. À ce sujet, nous venons de lancer un programme mondial qui fait partie de notre initiative LVMH qui soutient et développe les carrières au féminin. Et ce programme va être accessible à tout le monde dans le monde. Ça fera un programme assez remarquable qui nous aide d'ailleurs à continuer nos efforts pour atteindre la parité. Nous faisons des progrès chaque année puisqu'aujourd'hui, nous avons 46% de femmes au poste clé dans le groupe. Nous avions démarré en 2007 à 23% et nous avons 18 femmes qui sont des présidentes de maison ou division du groupe. L'inclusion, c'est aussi l'insertion de personnes en situation de handicap. Là aussi, nous nous mettons des objectifs clairs puisque nous voulons, à fin 2025, avoir doublé notre taux d'emploi de personnes en situation de handicap et nous avons progressé de 25% l'an dernier. Avec l'esprit de compétition qui nous caractérise, nous stimulons les volontés des maisons de développer des initiatives en faveur de l'inclusion. Plus de 200 nous ont été remontés l'an dernier à travers notre index de l'inclusion et nous avons mis 8 d'entre elles en lumière à la Fondation dans notre soirée de l'inclusion qui a été organisée au mois de novembre. Cette inclusion, comme moteur de notre réussite, nous la mettons en œuvre aussi pour la société. Monsieur Arnaud l'a rappelé, on a créé LIVE, qui est l'Institut des vocations pour l'emploi. C'est une association active qui est vraiment dédiée à redonner une chance à des gens qui sont sortis de tous les systèmes et qui sont éloignés durablement de l'emploi, d'ailleurs en général qui n'y croient plus. On a un programme pédagogique très innovant, nous avons 4 campus en 2023. Live nous a permis d'accompagner 1 millier de personnes et on est très content parce que notre taux de succès de retour à la vie active est de 80%. L'Institut poursuit son développement puisque nous avons ouvert à Reims, que nous allons inaugurer prochainement, et puis nous ouvrons également un institut au Havre en septembre prochain. Nous serons ainsi en mesure d'accompagner 650 nouvelles personnes chaque année pour leur offrir un nouveau départ. Notre engagement dans des actions solidaires aux côtés de plus de 950 partenaires, ONG ou associations nous a permis d'apporter un soutien à plus d'1 million de personnes. Et pour cela, nous avons pu compter sur la mobilisation interne de 65 000 de nos collaborateurs en 2023. Il était important pour nous de les remercier, de les associer également plus étroitement à la réussite et au développement du groupe. Et M. Arnaud l'a dit, nous avons annoncé le lancement d'un plan d'actionnariat salarié, LVMH Shares, qui va se déployer, se mettre en œuvre à la fin de l'année. C'est un plan d'ailleurs qui épouse notre philosophie, nos valeurs et qui rejoint la politique sociale que nous voulons mener. C'est un plan qui va être inclusif et attractif. Ça sera une nouvelle manifestation de notre ambition pour LVMH d'être une entreprise qui allie performance et engagement. Les modalités du plan seront communiquées à nos collaborateurs dans quelques mois, après que les formalités légales d'usage auront été effectuées. Reconnaître que la performance du groupe est assurée par nos collaborateurs, c'est aussi leur garantir un environnement de travail de qualité. Il est par exemple déterminant pour des personnes qui peuvent être atteintes d'une maladie, d'un cancer, de se sentir soutenues et comprises. Nous avons rejoint cette année la coalition Working with Cancer afin de manifester notre engagement et de faire
évoluer les stigmas de la maladie dans un univers professionnel exigeant. Le LVMH Heart Fund, qui est notre fonds du cœur, que nous avons créé il y a 3 ans, est une autre illustration du soutien que nous voulons apporter aux collaborateurs qui sont confrontés à des situations personnelles difficiles, soudaines et graves. Ce fonds, qui propose 2 choses, un accompagnement social, psychologique, mais aussi une aide financière, a été malheureusement, je dois dire, particulièrement actif l'année dernière, notamment lors des catastrophes naturelles de ces derniers mois. Nous avons reçu au total plus de 8000 demandes en provenance des 5 continents. Nous sommes très fiers de cette initiative et les témoignages reçus des personnes en ayant bénéficié sont particulièrement émouvants. Je vous laisse les découvrir dans la vidéo qui suit et je vous remercie de votre attention. Jamais je n'oublierai ce jour-là, ni ce bonheur intense, toutes ces fois où j'ai eu envie d'arrêter le combat, de tout lâcher, face à la maladie, face à la peur. Je me suis sentie tellement seule. Seule, je ne le suis plus. Et si heureuse de retrouver un chez-moi. Je souhaite à présent m'installer et reconstruire tous les souvenirs que l'incendie avait détruits. Détruit? Oui, je l'ai été. Je décide de ne plus regarder en arrière. Pour mes enfants, je me dois d'aller de l'avant, réapprendre à vivre et faire le grand saut. Un saut dans l'inconnu. Qui répondrait à mon appel? Comment allait-on pouvoir m'aider? J'ai trouvé une main tendue, une aide sociale qui m'a permis de continuer à avancer. Une aide matérielle qui m'a permis de reconstruire. Une aide psychologique sur laquelle j'ai pu me reposer. Grâce à vous, je me suis sentie aidée. Écoutez. Accompagnée. Ce jour-là, j'ai démarré une nouvelle vie avec mes enfants. J'ai emménagé dans ma nouvelle maison. J'ai fêté l'année de ma rémission. Aujourd'hui, ma plus belle histoire reste encore à écrire. Alors, je souhaite partager avec vous le souvenir de ce jour où tout a recommencé. Maintenant, je passe la parole à Antoine. Qui va nous parler de l'environnement et de tout ce que l'on fait pour la protection et la lutte contre le réchauffement. Merci, bonjour à tous. L'année 2023 clôturait la première phase de notre programme environnemental. Nous avons lancé notre stratégie Life 360 il y a 3 ans déjà. Fort d'un savoir-faire environnemental acquis depuis 1992, elle fixe, vous vous en souvenez, des objectifs quantifiés à échéance 2023, 2026 et 2030, sur des enjeux clés pour nous que sont l'économie circulaire, la traçabilité, la biodiversité et le climat. 2023 était donc un jalon. Ce fut aussi l'occasion d'un premier bilan que nous avons présenté le 14 décembre dernier lors d'un événement qui a rassemblé à l'UNESCO l'ensemble des dirigeants de LVMH et nos principales parties prenantes, fournisseurs, scientifiques, ONG, autres acteurs du secteur du luxe. Et je suis heureux de vous faire partager les temps forts de cette journée en vous invitant à regarder ce petit film. Welcome to LVMH's Life 360 Summit. On est très heureux d'être ici, invité par l'UNESCO. Today is about concrete achievements and positive impact. Nous avons réussi à réduire notre empreinte carbone alors que le groupe a augmenté son chiffre d'affaires et sa surface, on va dire, de manière très significative. On a partagé non seulement nos résultats, mais aussi nos réalisations concrètes dans le cadre d'une exposition. On a discuté de sujets un peu complexes dans le cadre de conférences thématiques.
Et puis on a aussi écouté, donné la parole à des personnalités. I invest in a company called MycoWorks that I think LVMH has some projects with that makes a mushroom leather, which is very exciting to me. I think that what we created together was not only a solution sustainably, but also I think it looked beautiful. L'environnement doit se vivre comme une opportunité et non comme une contrainte. Le développement durable, c'est notre seule voie d'avenir en fait. On dépend de la nature complètement, donc on n'a pas le choix en fait. Nous avons voulu essayer de faire en sorte de rendre à la nature ce que nous lui empruntons. Et on sent tous ensemble qu'on peut retrouver des solutions. On travaille sur la biodiversité, beaucoup sur tout ce qui est éco-conception. On travaille aussi énormément pour réduire nos émissions de carbone pour le climat. Artisans of all victories, may you also win the challenging battles for the planet. That's our commitment, that's our contribution to Life 360. The whole point of being a leader is you can drive change across the industry. Que des groupes aussi puissants qu'LVMH s'engagent, c'est inspirant. Bravo pour votre engagement. On se donne rendez-vous en 2026. La forte mobilisation de nos maisons se traduit par des résultats visibles, dont je voudrais vous présenter les plus emblématiques aujourd'hui. En 3 ans, 97% des maisons de LVMH se sont dotées de nouveaux services qui prolongent la vie de nos produits. L'OEV a ouvert au Japon des espaces dédiés à la réparation de la maroquinerie. Le Bon Marché commercialise sous sa marque propre des articles de prêt-à-porter confectionnés à partir des tissus Nonasource, cette plateforme de revente de tissus inutilisés dans nos maisons. Nous poursuivons par ailleurs notre stratégie d'industrialisation des économies circulaires. À l'UNESCO, en décembre dernier, nous avons donc révélé la première collection 100% upcyclée, réalisée à partir des pièces invendues de nos maisons de mode. Une collection qui valorise de nouveaux savoir-faire, ceux du faire et du défaire, et qui fait évoluer les représentations et les imaginaires liés à la beauté. Car rendre le durable désirable est l'ambition des maisons de LVMH. Elles mettent leur créativité au service de la réduction de l'empreinte environnementale de leurs produits. Les soins Abeille Royale de Guerlain sont désormais conditionnés dans des pots en verre rechargeable. Bulgari repense son packaging en bannissant le plastique. La maison Ruinart lance le Blanc Singulier, une cuvée 100% chardonnay, témoin de l'évolution climatique. Christian Dior présente sa nouvelle collection permanente Denim pour hommes avec 100% de coton régénératif et une réduction de 83% des consommations d'eau. Nous ne pouvons créer des produits destinés à faire rêver sans le respect des principes intangibles, la protection de l'environnement, mais également la traçabilité et la transparence. Nos maisons nouent des partenariats avec Aura Blockchain Consortium pour délivrer des certificats numériques à l'instar de Louis Vuitton, avec le certificat LV Diamonds qui permet de tracer les étapes du parcours du diamant de son extraction jusqu'au sertissage. En 3 ans, nous avons pris toute la mesure de notre interdépendance avec la nature. Et nous avons agi pour rendre à la nature ce que nous lui empruntons, en développant l'agriculture régénératrice. Vous le voyez sur cette map monde, nos projets sont nombreux. Grâce à eux, nous avons en 2023 réhabilité plus de 3 millions d'hectares d'habitats de faune et de flore. C'est un résultat dont nous sommes particulièrement fiers et nous avons l'intention de poursuivre dans cette direction en soutenant les filières d'élevage et d'agriculture. Dans le même temps, nos émissions de carbone baissent, alors même que notre chiffre d'affaires augmente. Vous le voyez sur ce graphique, nous avons réduit les émissions de CO2 liées à la consommation énergétique de 28% par rapport à 2019. Grâce notamment à l'évolution de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du groupe, elle est passée de 1% en 2013 à 63% en 2023. Sur le scope 3, qui concerne les émissions liées à nos chaînes d'approvisionnement, nous enregistrons une baisse de près de 30% grâce à la progression du recours à des matières certifiées et aux efforts de l'ensemble des maisons pour décarboner le transport aval. La poursuite de la réduction du scope 3 demeure notre priorité. Pour cela, nous sommes convaincus qu'une coopération plus étroite avec nos fournisseurs est essentielle. C'est l'objectif du Life 360 Partners, un nouveau programme qui vise à les accompagner dans leur transition environnementale par des systèmes de mutualisation et le partage d'expertise.
Ce premier cycle, donc 2021-2023 de Life 360, se solde par un bilan positif et encourageant pour l'avenir. Aux résultats rappelés ici sur ce slide s'ajoutent des taux désormais élevés de certification sur nos principales filières d'approvisionnement par des standards exigeants, notamment pour le cuir, le coton et le raisin. Nous restons bien sûr extrêmement vigilants, la durabilité relève du progrès continu et nous allons poursuivre nos efforts pour atteindre nos objectifs 2026 et 2030. En nous appuyant sur la Life Academy, lancée en 2023 conformément à nos objectifs, qui dispense des formations ajustées à chacun de nos enjeux environnementaux, en faisant la part belle à l'innovation, notamment sur les nouveaux matériaux, grâce à notre centre de recherche Gaïa, ouvert en 2023, en renforçant notre maîtrise des impacts, nous nous sommes engagés à réduire de 30% nos prélèvements sur les ressources en eau. Enfin, en développant une vraie stratégie industrielle avec LVMH Circularity, des nouveaux programmes qui nous permettent de transformer structurellement nos modes de production pour continuer à savoir faire rêver tout en respectant l'environnement. Et ce savoir-faire rêver qui va résonner tout particulièrement cette année avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent dans exactement 99 jours, dont nous sommes fiers d'être partenaires. Je vous laisse d'ailleurs le découvrir en images. Merci à tous de votre attention. J'ai l'immense honneur d'annoncer officiellement que nous sommes désormais engagés en tant que partenaire premium de Paris 2024. Je suis donc heureux que nous puissions, en plus de nos nombreuses actions de mécénat, apporter une contribution décisive aux Jeux de Paris. Et maintenant, je passe la parole au commissaire aux comptes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les actionnaires, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter au nom du Collège des commissaires aux comptes Deloitte et Mazars les rapports que nous avons établis à votre attention au titre de l'exercice 2023. Ils ont été mis à votre disposition et je vous propose donc de les résumer. Nos rapports sont au nombre de 7. Un rapport sur les comptes annuels, un rapport sur les comptes consolidés, un rapport sur les conventions réglementées et enfin 4 rapports sur des opérations concernant le capital social.
Je vais donc commencer par le rapport sur les comptes annuels qui fait l'objet de la première résolution de cette Assemblée. Ces comptes ont été préparés selon les principes comptables français et nous avons considéré que l'évaluation des titres de participation et les provisions pour risques et charges étaient les points clés de l'audit. En conclusion de nos contrôles, nous certifions les comptes annuels de la société sans réserve ni observation. Concernant les comptes consolidés qui sont préparés selon le référentiel IFRS, nous avons considéré que les 3 sujets suivants étaient les points clés de l'audit. L'évaluation des actifs immobilisés, notamment des actifs incorporels, l'évaluation des stocks et en cours, et les provisions pour risques et charges et positions fiscales incertaines. En conclusion de nos contrôles, nous certifions les comptes consolidés sans réserve ni observation. Concernant maintenant la 4e résolution de votre Assemblée générale, nous avons émis un rapport sur les conventions réglementées. Une convention a été conclue et a fait l'objet d'une autorisation préalable de votre conseil d'administration depuis la clôture de l'exercice. Il s'agit d'un avenant à la convention d'assistance avec la société Agache. Les conventions que vous avez approuvées au cours des exercices antérieurs et qui se sont poursuivies en 2023 sont présentées dans ce rapport. Enfin, au titre de la partie extraordinaire de votre Assemblée générale, nous avons émis 4 rapports concernant des résolutions susceptibles d'affecter à l'avenir votre capital social. Il s'agit d'opérations de réduction de capital et d'augmentation de capital. Nos rapports ne comportent ni remarques ni observations particulières sur ces opérations qui s'inscrivent dans des conditions prévues par le Code de commerce. Mesdames et Messieurs les actionnaires, Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Avant de passer la parole aux questions, je voudrais d'abord dire un mot pour remercier très chaleureusement 3 administrateurs qui demandaient à ne pas être renouvelés, Charles de Croisset, Yves Thibault de Sylvie et Nicolas Bazir. Je tiens à les remercier pour le travail qu'ils ont accompli au sein du Conseil pendant de nombreuses années et qui a été pour nous absolument fondamental dans tous les moments à la fois très positifs et quelquefois les crises, comme celle du Covid récemment, que l'on a traversées. Donc à tous les 3, un grand merci de ma part et je pense de la part de tous les actionnaires. Ensuite, je voudrais remercier aussi très chaleureusement mon voisin Tony pour le travail extraordinaire qu'il a accompli avec moi. C'est surtout lui qui a travaillé en fait, parce que voilà, moi j'étais là comme ça pour regarder ce qui se passait. Mais enfin, on fait une très bonne équipe et depuis 23 ans. Donc c'est quand même un bail, ça prouve quand même qu'il y a de la continuité dans nos affaires. Comme je disais tout à l'heure pour les créateurs, vous voyez, on peut pas réussir dans les affaires si on virevolte sans arrêt. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais ce qu'il a apporté sur le plan de la stratégie avec moi, de nombreuses affaires qu'on a regardées, travaillées, acquises pour le groupe ensemble, sur le plan de l'humanité et de ses rapports formidables avec les gens. Il a réussi à créer une ambiance vraiment sensationnelle. Donc pour ça, un grand merci. Moi, je suis peut-être un peu moins, comment dirais-je, chaleureux. Enfin, ça dépend des moments, mais il est plus sérieux. Moi, je suis un peu moins sérieux. Voilà. Et tout ce qu'il a apporté avec sa vision, je dis souvent qu'il est même mieux qu'un directeur financier, parce qu'il se rappelle de tous les chiffres. C'est extraordinaire. Non, mais ça m'a vraiment fasciné. Je ne dis pas que M. Guilloni ne se rappelle pas des chiffres. Enfin, lui, il les fabrique, il les calcule. Mais Tony se rappelle. Quand j'ai un trou de mémoire, je dis alors,
quel était le cash flow de Fendi en 2023, hop, ça sort automatiquement. C'est formidable. Bon, et de toute façon, il va rester avec nous, hein, puisqu'il va prendre des fonctions différentes, et notamment la direction de l'Italie. Voilà. Et je voudrais profiter de cette occasion également pour annoncer l'arrivée, pour lui succéder, de Stéphane Bianchi, qui est avec nous quand même là aussi depuis plusieurs années, et qui va travailler avec moi directement à partir de demain matin. C'est bien ça, hein, voilà, dans cette nouvelle fonction, hein, parce qu'il était en charge, lui, de toute la partie montre et joaillerie. C'est lui qui a développé l'activité montre, l'activité coiffée, l'activité joaillerie. Signalons au passage d'ailleurs que Tiffany, c'est intéressant, c'est le flagship dont je parlais tout à l'heure, qui a été ouvert il y a 1 an. Eh bien, sur la première année, dans les marques monomarques, c'est la première boutique du monde, devant toutes les autres boutiques, hein, en taille. C'est quand même intéressant. Et elle est formidable, et elle a des produits évidemment magnifiques, mais une conception incroyable, à un endroit unique au monde, mais c'est quand même très intéressant à noter. Hein. Et on verra, avec la nouvelle boutique Vuitton qu'on va ouvrir sur les Champs-Élysées, hein, et dans laquelle il reste encore certains éléments à définir, hein, sur ce qu'on va y mettre exactement. Parce que je lis partout qu'il y aura un hôtel, je ne sais pas quoi, je ne suis pas tellement convaincu personnellement. Bon, ça c'est un autre sujet. Il y a déjà beaucoup d'hôtels à Paris, hein, franchement. Il y a déjà le Cheval Blanc, qui est le plus beau, il y a le Bulgarie à côté, enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on verra, donc avec ce flagship incroyable que Vuitton est en train de construire sur les Champs-Élysées, comme vous l'avez certainement tous remarqué en voyant la grande malle Vuitton qui est installée, que ça va être les 2 principaux phares de retail, hein, de grand luxe, de produits exceptionnels dans le monde. On verra quelle est celle qui se détache entre les 2. En tout cas, je suis ravi que Stéphane arrive à mes côtés, et je remercie encore très chaleureusement Tony. Et maintenant, bon, alors il y aura moins d'applaudissements sûrement, mais je voudrais quand même annoncer les nouveaux administrateurs. Je commence par les plus jeunes, Frédéric Arnaud, Alexandre Arnaud, hein, qui sont nommés, en principe, qui sont votés, élus aujourd'hui, et également va être élu, je pense. Bon, j'ai la majorité des votes, hein. Normalement ça doit marcher, sauf si j'appuie pas sur le bon bouton, ça peut arriver. D'ailleurs, c'est l'appareil, ça, d'accord. Bon, donc, Henri de Castres, hein, qui est un ami, un grand professionnel, qui a dirigé le groupe AXA pendant des années, et qui a une expérience tout à fait remarquable des affaires internationales, puisqu'il a été administrateur d'un certain nombre de grands groupes, et qui sera désormais notre administrateur référent. Donc, bienvenue à tous les 3. Et enfin, je voudrais saluer la présence de Wei Christianson, qui va être cooptée au conseil d'administration comme administratrice également. Et Wei est une grande experte des affaires en Chine, puisqu'elle est d'origine chinoise. Et comme le groupe est très implanté en Chine, comme vous le savez,
qu'il est toujours important d'avoir des insights, des vues précises de ce qui se passe sur ce très grand marché. Je pense qu'elle aura un apport tout à fait remarquable et clé pour le conseil d'administration. Voilà, bienvenue. Ouais. Et elle est en train d'apprendre le français. Ok, on passe aux questions. Alors, oui, d'abord, je passe la parole à Tony pour les questions écrites en email, c'est ça? Bon, je profite pour vous remercier, M. Arnaud, pour la confiance. C'était un privilège de servir tous les actionnaires de LVMH pour 23 ans et de servir aussi les équipes qui m'ont accompagné, qui ont été formidables. C'était vraiment un honneur. Merci beaucoup de mon cœur. Je passe aux 3 questions écrites. Première, pourquoi n'investissez-vous pas sur le marché désormais rentable de la seconde main? La seconde main facilite l'accès au luxe pour les consommateurs qui ne peuvent peut-être pas encore s'offrir des produits neufs. Elle a aussi le mérite de démontrer que nos produits restent de bons investissements longtemps après leur achat. Cela dit, l'émotion et l'expérience qui accompagnent un achat de seconde main sur Internet ne peut être comparée avec celle qu'offrent nos marques en magasin. De fait, la seconde main reste donc un marché assez marginal. Sur le volet environnemental, qui est souvent avancé comme un argument en faveur des achats d'occasion, rappelons que la seconde main dépend de la vitalité de la première main. Elle ne peut donc pas s'y substituer, et Antoine l'a bien souligné. Enfin, sur le plan financier, l'expérience des dernières années suggère que ces business models sont difficiles à pérenniser et souvent peu rentables. Une deuxième question, qu'attendez-vous des Jeux Olympiques? Encore, on a déjà vu le film présenté par Antoine. Nous voyons ce partenariat comme une responsabilité plus qu'un investissement. Mais c'est aussi une opportunité de mettre en avant nos savoir-faire et les talents de nos artisans, dont nous sommes certaines qu'ils contribueront à la magie des Jeux à Paris. Nous avons eu la chance de dévoiler la médaille imaginée par Chaumet en février, les Mâles Vuitton en mars, et vous avez sûrement vu le magnifique tenue Berluti que porteront les athlètes français pour les cérémonies d'ouverture. Rien que sur cela, c'est déjà un succès et nous sommes très fiers d'être associés à cet événement qui marquera l'histoire du pays. Une troisième question sur le partage de la valeur. La valeur ajoutée, rappelons-le, correspond à la différence entre les ventes et les consommations intermédiaires, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin pour produire, par exemple les matières premières. C'est aussi la contribution du groupe au produit national brut. Rentrons dans les détails. Chiffre d'affaires 2023 pour LVMH s'est élevé à 86 milliards d'euros. Eh bien, la valeur ajoutée du groupe a été de plus de 39 milliards d'euros. Sur ces 39 milliards d'euros, un tiers, soit plus de 13 milliards, est revenu aux salariés sous forme de salaires et primes, mais aussi indirectement via les régimes sociaux financés par les cotisations patronales. Un cinquième, soit plus de 8 milliards, a été réinvesti dans les filières, dans nos métiers et dans les territoires. Il s'agit par exemple des investissements de marques du groupe dans leurs boutiques, dans leur outil de production ou pour préserver des savoir-faire. Un autre cinquième revient aux États sous forme d'impôts divers. Comme vous le savez, nous sommes parmi les premiers contributeurs de l'impôt en France et les premiers contributeurs à l'impôt sur la société. Le dernier cinquième est revenu aux actionnaires sous forme de dividendes dont nous avons toujours veillé
à assurer mais aussi à maîtriser la croissance afin de garantir une répartition équitable de la valeur. Merci beaucoup. Bon, maintenant, avant le vote, je propose que l'on prenne quelques questions des actionnaires qui sont ici présents. Si vous voulez bien vous présenter au moment de poser votre question. Première question. Oui, bonjour messieurs. Donc Charles Rasser, actionnaire individuel. Donc j'avais une question. Vous avez fait, semble-t-il, beaucoup d'acquisitions immobilières ces derniers temps. Pourriez-vous nous expliquer l'intérêt stratégique de ces acquisitions pour notre groupe? Je vous remercie. D'après ce que je vois dans la presse, on en a fait moins que d'autres. Mais bon, on a acquis des emplacements pour nos marques et c'est une politique que l'on suit depuis plus de 30 ans. On a d'ailleurs réussi de ce fait à acquérir des emplacements à des prix tout à fait compétitifs qui sont parmi les meilleurs du monde. Je parlais tout à l'heure de la boutique Tiffany. Le coin d'en face, c'est la boutique Dior et l'autre coin, c'est la boutique Bulgari. Et ça, c'est le meilleur carrefour des États-Unis. Pas trop mal. On vient d'acquérir l'année dernière, effectivement, l'immeuble Vuitton, dans lequel Vuitton est présent depuis de nombreuses années, sur les Champs-Élysées. Donc, l'intérêt, c'est qu'au lieu de payer un loyer, qui est en général d'ailleurs lié au chiffre d'affaires, on n'a plus qu'à payer, si on emprunte, ce qui n'est pas toujours le cas, des intérêts sur l'argent. Le tout, c'est de trouver les bons emplacements et d'avoir les bonnes marques. Parce que c'est effectivement le métier d'un groupe comme le nôtre, ce n'est pas un métier immobilier, c'est un métier dans lequel on utilise des bons emplacements dans le monde pour mettre les meilleures marques. Encore faut-il avoir les meilleures marques et trouver les meilleurs emplacements au meilleur prix. C'est ce qu'on essaye de faire. Question suivante. Numéro 4. Oui, bonjour, Charles Luquet, actionnaire individuel. C'est ma 27e AG et je suis très heureux d'être parmi vous et surtout extrêmement admiratif, Monsieur Arnaud, de votre parcours d'entrepreneur exceptionnel, dont la France peut vraiment être fière. Et justement, ça fait l'objet de ma première question. Quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur, mais surtout, que faut-il ne surtout pas faire pour réussir? Seconde question sur les tests consommateurs avant de lancer un produit. Quelle est votre position à ce sujet-là? Faut-il en faire? Je crois qu'il y a un débat. Et troisième question sur le développement du diamant de synthèse. Ma question, quelle est sa place dans la production du groupe? Qu'en pensez-vous? Et enfin, question subsidiaire, si vous voulez bien, concernant Birkenstock. Quelle est votre position? Qu'est-ce qui a fait que vous avez flashé sur cette marque? Emportez-vous. Merci. Oui, d'accord. Bon, écoutez, les conseils, c'est difficile de donner des conseils. C'est comme les conseils boursiers. Quand vous donnez un conseil, si ça ne marche pas, après, les gens sont déçus. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que moi, dans les affaires, j'ai toujours essayé d'avoir une attitude qui est persistante. Même quand autour, on vous donne des avis, c'est pour ça qu'il faut se méfier des conseils, même des miens. Quand on vous donne des avis qui sont souvent variés, pas toujours bon de les écouter. D'ailleurs, tous ici, vous savez que c'est difficile de me convaincre quand je ne veux pas faire quelque chose ou quand je veux faire quelque chose. Et pour l'instant, je touche du bois, ça n'a pas trop mal marché. Donc, il faut avoir des idées, il faut s'y tenir. Il ne faut pas trop écouter les avis des uns et des autres. Voilà. Ensuite, les tests. Bon, écoutez, les tests, je pense que d'abord, il faut, avant de faire des tests, être capable de faire des beaux produits. Parce qu'après, si vous testez des mauvais produits, bon, ça ne sert pas à grand-chose.
c'est comme les campagnes de communication, il faut d'abord avoir des équipes qui vous présentent des choses formidables. C'est plus important que les tests. Alors après, les tests, ça sert surtout, non pas pour voir si le produit est bien ou si la campagne de communication est bien, ça sert surtout à voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de mauvais par rapport à certains pays. Par exemple, dans des pays asiatiques, si vous testez une publicité et qu'on vous dit « oh là là, le mot qui est utilisé là est un mot qui est symbole de mort », c'est arrivé dans une campagne, je ne sais plus avec quel mot d'ailleurs, bon, ben là, il vaut mieux éviter. Vous voyez, ça c'est intéressant. Mais qu'on vous dise « telle campagne est formidable et ça va marcher », ça je n'y crois pas tellement. Le diamant, ben là, je vais peut-être passer la parole à Stéphane, alors pour le diamant. Si vous voulez, le diamant synthétique, je crois qu'on en fait un peu dans nos montres. Bonjour. Oui, le diamant synthétique, alors effectivement, nous l'utilisons dans les montres, avec notamment la montre plasma chez Tag Heuer, qui a été un succès commercial faramineux. En revanche, en joaillerie, nous évitons le diamant de synthèse. Nous l'avons utilisé une fois avec Fred pour faire ce que la nature ne peut pas faire. Donc, nous avions développé un diamant de synthèse avec un bleu intense, un bleu méditerranéen intense. Maintenant, la politique du groupe est extrêmement claire. En termes de joaillerie, nous restons sur le diamant naturel. Les pierres naturelles, c'est ce que recherchent quand même nos clients. Les plus belles pierres sont encore, pour nous en tous les cas, le diamant naturel. Nous faisons des pièces, et vous allez voir notamment Bulgarie pour cette saison-là va développer un collier de diamant naturel absolument fabuleux qui atteint un prix qui va être un peu conséquent, on va dire, mais qui va avoir quand même pas mal de clients, on pense, mais il va être basé en diamant naturel. Le diamant de synthèse est un diamant qui, lui, pour le coup, est plutôt acheté pour des bagues de fiançailles, moins d'1 carat. Et on voit que, notamment aux États-Unis, ça a représenté l'année dernière près de 50% des ventes, des bagues de fiançailles à moins de 1 carat, et donc plutôt dans le bas de gamme. Notre groupe est plutôt, vous l'avez entendu et vous le savez, vers le haut de gamme. Donc le diamant naturel n'est pas quelque chose qui va être utilisé chez nous de façon, j'allais dire, de façon importante. Voilà. Bon, la dernière question, ah oui, c'était Birkenstock. C'est une belle affaire dans laquelle on avait investi avec le fonds d'investissement Caterton, voilà, et bon, c'est des produits, ça n'a rien à voir avec les produits de l'EMH, c'est des produits beaucoup moins chers, mais qui ont une belle réussite. Donc, on a repris une participation, mais pour diversifier les investissements, mais pas dans LVMH. Autre question ? Oui. Monsieur le Président, bonjour. De Soulanges pour l'APAI, l'Association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel. Nous avons observé que l'ensemble de vos produits avait un caractère de désirabilité. Vous nous avez rappelé que vous aviez un compte de résultats qui a aussi ce caractère de désirabilité pour les États. Donc, félicitations, au moins tout est conforme. J'aurais 2 questions, si vous le voulez bien. La première concernant la montre et l'horlogerie. La grand-messe vient de se terminer en Suisse avec un optimisme mesuré pour l'Inde. Est-ce que vous avez des projets pour développer l'horlogerie montre en Inde? Ma deuxième question, vous êtes toujours à la recherche de marques qui ont une connotation de désirabilité. Est-ce que vous avez déjà étudié des marques
avec cette connotation dans le domaine automobile. Je ne les citerai pas. Dites-nous si ça fait partie des projets LVMH. Merci. L'horlogerie en Inde, pour l'instant, on a des clients indiens qui sont en général attirés par les produits les plus précieux, les plus haut de gamme, etc. Parce qu'en Inde, comme vous le savez, il y a un écart absolument incroyable entre, sans doute beaucoup trop élevé d'ailleurs, entre la majorité de la population et une série de personnalités très fortunées qui sont sans rapport avec la majorité de la population. Bon, donc ces clients viennent nous voir, mais on n'a pas d'intention de délocaliser nos productions en Inde, surtout pas en horlogerie, qui est quand même un privilège des pays où il y a le savoir-faire, parce que ce qui compte, c'est le savoir-faire, comme nous avons en Suisse avec nos différentes marques et avec Vuitton, la fabrique du temps, etc. Et là, on a des horlogers qui sont exceptionnels, et c'est ça qui est le plus important et le plus créateur de désir et de valeur pour les produits concernés. Voilà. Il y avait une autre question ? Marque automobile. Oui, alors l'automobile, ça c'est encore plus loin de nos affaires. Ça. Donc, a priori, peut-être un jour équiper l'intérieur en cuir d'une très belle voiture. Peut-être, voilà. On m'a proposé l'autre jour d'équiper une fusée, vous voyez, avec Louis Vuitton. Bon. Mais simplement, celui qui m'a proposé ça m'a proposé aussi d'aller faire un tour avec lui dans la fusée. Et donc, j'ai trouvé ça quand même un peu inadapté, compte tenu de ma volonté quand même d'éviter les risques inutiles. Voilà. Bon. Oui, bonjour, mon prénom c'est Benoît Goisé. Pardon. J'habite entre Toulouse et Perpignan. Ça serait pour savoir si vous pourrez faire des réunions d'actionnaires dans les capitales de région. Voilà ma question. Merci beaucoup. Ça pour l'instant, c'est pas prévu.